aujourd'hui dans le cadre de notre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des victimes sous l'égide de la coordination des organisations islamiques suisses et en partenariat avec l'Institut Kalima, de recevoir notre cher ami Driss Jebli, essayiste et sociologue connu, pour présenter son nouveau ouvrage Éric Zemmour, notre âge français. Sans prendre beaucoup de paroles, je laisse la modération de la séance pour Sibou Median et Julien Tardif, notre cher ami et référent scientifique aussi, Julien Tardif. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue aussi à notre cher ami Dr Siam Sherif, directeur du département sociologie à l'Université d'Alger. C'est à vous, Sibou Median et Julien, de continuer à gérer le... Merci. Oui. Merci, cher docteur Dari. Alors, bien sûr, vous l'aviez rappelé, au nom de CRI Voix des victimes et en partenariat, nous avons l'honneur de recevoir le sociologue Driss avec nous, sociologue, essayiste aussi, qui, à l'occasion de l'apparition de cet essai Éric Zemmour, un outrage français, nous allons essayer avec vous, cher auteur, d'aborder ou petit à petit peut-être rentrer dans le vif du sujet concernant cette figure de Zemmour, la montée de Zemmour, vu que vous avez travaillé notamment dans cet ouvrage, vous le dites, des années 2000 jusqu'à 2017, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, et vous accordez en tout cas une analyse, vous opérez une analyse extrêmement pointueuse autour de la figure de Zemmour et qui est bien sûr aussi en connexe avec le regard sociologique, c'est ce qui nous intéresse notamment ce soir, ce regard sociologique au vu et au regard des fluctuations et des mutations de la société, sociologie politisante, politique sociologique, voire même avec d'autres intersections, avec d'autres rapports et optiques autour de la question de l'islam, au cours de la question de l'immigration. Et je rappelle aussi que vous avez travaillé longuement sur, vous êtes spécialiste de la question de l'immigration et de la violence, d'ailleurs, titre d'un ancien ouvrage que vous aviez publié. Et l'actualité, quelque part, au bout de ce premier tour, en France notamment, des présidentielles françaises, si vous voulez, nous offre à la fois un terrain de réflexion autour de votre livre, d'ailleurs, dont on aura l'honneur et l'occasion de découvrir avec vous la lecture post-premier tour concernant la conquête de Zemmour, pour reprendre le titre de son mouvement, et les impacts, les conséquences de la naissance de cette pensée, la montée de Zemmour en tant que membre des médias français, acteurs, journalistes, essayistes, et l'intrication, pour ne pas dire l'imbrication, la naissance et la semence de ces idées autour de grands principes pour Zemmour, à savoir la menace culturelle, la menace islamique, le grand remplacement. Peut-être on abordera tout cela au fur et à mesure avec vous, cher Driss. Alors, juste pour coopérer avec cher Julien, peut-être combien nous consacrons, enfin, une vingtaine, trentaine de minutes, peut-être pour vous, cher auteur, pour nous présenter les grandes lignes de cet ouvrage, de cet essai, et puis après revenir à en discuter et à ouvrir peut-être le débat avec les auditeurs et les auditrices. En tout cas, très, très, très ravi de vous avoir avec nous ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Écoutez, le soir du premier tour, moi j'ai écrit un article qui a été publié le lendemain, que j'ai appelé Éric Zemmour, le grand déclassement. Je dirais d'une certaine manière,
parce que j'en parlais avec Julien tout à l'heure, c'est-à-dire, moi j'avais écrit dès le départ, quand Zemmour était au fait de sa puissance médiatique, j'avais écrit qu'il était un millésime de 2021 et en aucun cas il sera un millésime de 2022. Donc, dès les premières lignes de mon livre. Et donc, moi, j'ai essayé un tout petit peu de donner quelques clés de lecture de cet ouvrage. C'est un livre conséquent avec 570 pages, je dirais, qui est composé, qui repose sur un triptyque. Premièrement, une introduction d'une trentaine de pages qui essaye de camper le personnage de Zemmour, et un épilogue d'une trentaine de pages qui reprend le cas de Zemmour depuis l'élection de Emmanuel Macron jusqu'à nos jours. Et au milieu, il y a 17 chapitres qui peuvent être lus indépendamment l'un de l'autre, puisque chaque chapitre correspond, je dirais, à une année bien précise, partant de l'année 2000 jusqu'à 2017. Pourquoi l'année 2000 ? Tout simplement parce que pour moi, c'est une façon de renouer avec les livres que j'avais écrits, l'un sur immigration et violence, j'aurais pu dire et violence urbaine, en 99-2000, et l'autre que j'ai écrit avec un journaliste en 2002, Ben Laden n'est pas dans l'ascenseur. Le choix du titre n'était pas le mien, c'était le choix d'un journaliste qui voulait quelque chose de pimenté. Mais en fait, le livre traite un tout petit peu des peurs de l'immigration en Europe. Et on avait eu à Strasbourg, ma ville, à l'époque, un très grave accident qui a impliqué un enfant qui est tombé dans une cage d'ascenseur, qui avait ému toute la nation française. À l'époque, il y avait le ministre de la Ville, Jules de Robien, qui s'est déplacé à Strasbourg. Ça avait provoqué une grande émotion. Il y a eu un débat d'ailleurs sur l'enterrement de cet enfant. C'était un petit Marocain, s'il fallait qu'il soit enterré au Maroc. Sa maman voulait qu'il soit enterré dans le cimetière de proximité. Donc ça a posé même le débat du rapport de l'immigration à la mort, le rapport à l'enterrement, du rapport... Et donc, nous, on avait dit Ben Laden n'est pas dans l'ascenseur, tout simplement parce qu'il y a une panne de l'ascenseur social, mais il y a aussi la panne dans les ascenseurs, dans les quartiers, que si on ne répare pas l'un et l'autre, un jour, on trouvera Ben Laden dedans. Hein. Donc, en gros, c'était le clin d'œil. Donc, le travail sur Éric Zemmour, pour moi, s'inscrit logiquement dans la suite de ses travaux. Et ce que j'avais remarqué, et c'est en ce sens que ça m'a un tout petit peu interrogé, c'est que, je dirais, Zemmour, depuis qu'il est rentré en campagne, et depuis un certain nombre d'années, n'arrête pas de dire qu'il est une forme de Cassandre et que ça fait 30 ans qu'il avertit les Français. Et ça, c'est un mensonge pour moi. Ça, c'est un vrai mensonge parce que quand moi j'ai travaillé sur la violence et l'immigration, Zemmour n'existait pas dans les radars. Je connaissais Zemmour, j'avais lu les travaux de Zemmour, c'était un journaliste politique qui avait une plume alerte, qui connaissait bien, non pas la politique, mais la droite française. Et il a commencé en 1986 sa carrière de journaliste, il a bourlingué dans pas mal de rédactions, et le premier livre qu'il a écrit, c'est un livre politique sur Édouard Balladur. En 1996, l'année de la naissance de ma fille, ça veut dire, ça fait 26 ans. Et donc, ensuite, il a écrit quelques ouvrages dans la fin des années 90, le livre noir sur la droite, il a écrit un livre, je dirais, sur l'état des juges, qu'il déteste. Et puis, à un moment, il s'est égaré à écrire un livre avec Patrick Poivre d'Arvor. Et à l'époque, d'ailleurs, la presse ne montrait pas Zemmour, il montrait Patrick Poivre d'Arvor, parce que c'est lui qui était
je dirais, sur le sommet médiatique. Un livre qui s'appelle, je crois, Les rats de garde, comme un clin d'œil, effectivement, aux chiens de garde. Donc, Zemmour n'existait pas du tout sur les questions d'immigration, de violence urbaine. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire l'année 2000 est importante parce qu'elle vient juste après l'année 1989, qui, sur la question de l'immigration, est un tournant, puisque, effectivement, je dirais, il y a au moins eu 2 événements en 1989 qui ont, je dirais, montré qu'un problème commençait à se poser avec l'islam, parce qu'avant, on parlait d'immigration, on ne parlait pas d'islam. D'abord, en février 89, l'année du bicentenaire en France, il y a eu la manif à Paris contre le Salman Rushdie, qui a répondu un peu à la fatwa iranienne, et qui ont fait un appel à mort à Rushdie en février 89, et puis en l'automne 89, juste un tout petit peu avant la chute du mur du Berlin, il y a eu l'affaire de Creil, l'affaire du foulard. On a vu Elisabeth Badinter, on a vu Finkielkraut, on a vu Pascal Bruckner, aucunement Éric Zemmour. Et donc, Éric Zemmour a écrit dans toute sa carrière, je crois savoir, 16 livres, dont une partie sont des essais politiques, qui correspondent à son travail, à ce qu'il sait faire, et une partie qui est sous forme d'essai. Il a écrit 3 romans à peu près, dont un, le plus important à mes yeux. Alors, Zemmour, l'essayiste, et plus le journaliste politique, est né en 2006, en février 2006. À l'époque, quand son livre est sorti, Le Premier Sexe, un livre à mes yeux scandaleux, non pas parce qu'il a dit sur les femmes, non pas ce qu'il a dit sur une société féminisée et dévirilisée et qui se fait violer en permanence par la virilité de l'immigré qui vient d'Afrique ou du Maghreb. C'est un texte proprement odieux, Le Premier Sexe, mais qui, à l'époque, n'a fait réagir que les féministes, que les femmes. Et personne n'a fait attention aux dernières pages qui sont consacrées à l'immigration, au hip-hop, aux Noirs, aux Arabes, qui sont à proprement édifiants. Février 2006. Il se trouve qu'au même moment, et je trouvais scandaleux dans son discours, mais je reviendrai sur son discours au Trocadéro, parce qu'il a cité Eliane Halimi. Or, il se trouve que Eliane Halimi, c'était la même période de la sortie du livre que Eliane Halimi a été enlevée par le gang des barbares. Mais on ne se souvient pas que Zemmour, à l'époque, ait parlé de ça. En septembre 2006, suite à ce livre, suite à cet essai, il est recruté par Ruquier à l'émission On n'est pas couché, qui venait de lancer effectivement la première émission septembre 2006 de ce programme qui a duré jusqu'à il y a quelques années. Il a commencé avec Michel Pollack et ensuite il a fait le duo avec Nolo, un duo chimiquement impur, mais qui a bien fonctionné parce que c'est un duo qui travaille sur le buzz, etc. Donc, ensuite, le Zemmour idéologue, pour moi, il est apparu en 2010 avec Mélancolie française et entre autres, et surtout avec le suicide français en 2014. Entre-temps, il faisait des livres un tout petit peu qui sont des compilations de ses interventions RTL. Mais tout le monde. Et moi, j'étais très étonné que pendant
cette élection, personne n'a évoqué un petit livre qui est sorti en 2008 et qui est, excusez-moi l'expression, parce que je n'en trouve pas d'autre, une dégueulasserie. Il s'appelle Petit Frère. Et je dirais, c'est amusé à faire un tout petit peu tâter le domaine littéraire, parce que en réalité, à mes yeux, Zemmour a toujours rêvé de littérature, en réalité. Son rêve, c'est d'être un Balzac. Il a fait ce livre, Petit Frère, qui est vraiment un livre très médiocre sur le plan littéraire. Probablement, il abuse beaucoup du passé simple, mais c'est pas ça le plus important. C'est un livre qui n'a pas trop marché, il a vendu, je crois, 50 000 exemplaires. Mais ce qui est très important, c'est que toutes les obsessions de Zemmour, quasiment toutes les obsessions de Zemmour, figurent dans Petit Frère. Et je crois qu'il les a dit de façon, je dirais, délibérée et presque, je dirais, impunie. Tous les thématiques, Vichy, les prénoms, les Bleus, 68, toutes ces obsessions se trouvent dans Petit Frère. Mais il y a plus scandaleux, il y a plus, je dirais, crapuleux, j'aime dire. C'est que l'histoire de Petit Frère commence par une tragédie qui implique deux amis d'enfance, un arabe, marocain d'ailleurs, et un juif, qui ont grandi ensemble. Et le juif est amené à devenir un DJ qui avait beaucoup de talent, qui commençait à bien réussir, qui faisait des trucs au bain-douche, etc. Et par jalousie, le petit Marocain arabe va assassiner ce petit juif, et il va de façon assez odieuse, et il va lui enlever l'œil avec une cuillère et tout, et il va rentrer à la maison, selon la version de Zemmour, en disant Allahu Akbar, j'ai tué le juif, maman, je vais aller au paradis. À la limite, tout ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que cette histoire, c'est un fait divers réel qui a existé, et que les personnages ont existé, et que l'affaire s'est passée en 2004, et qu'elle est passée sous les radars, et que la maman du jeune Salah a fait appel à Eric Zemmour pour qu'il puisse médiatiser l'affaire, parce qu'il considérait qu'on n'a pas assez parlé de cette affaire tragique. Et Zemmour l'a écouté. Et puis après, il a fait de ce fait divers la trame de son histoire de théâtre. Et pour vos lecteurs, moi je peux les inviter à regarder sur YouTube une émission de Paul Amar dans laquelle était invité Éric Zemmour et l'avocat de la famille qui a porté plainte contre Zemmour. Comme quoi il a porté atteinte à la mémoire, je dirais, de celle-là. Donc, agir comme ça, c'est déjà être un personnage sans scrupules et qui est capable de tout. Donc ça, pour moi, et là, dans mon livre, moi, je l'aborde qu'à la page, je crois, 200 ou 220, c'est-à-dire en 2008. C'est là, à mon avis, la naissance du véritable Zemmour. Et après, il s'est adonné à l'essai, au fur et à mesure, à développer un tout petit peu toutes ses idées. Donc, il a fait Mélancolie française. Ensuite, il a fait Le suicide français. D'ailleurs, mon livre est un modeste clin d'œil à son livre sur le suicide français, que moi, j'ai trouvé relativement, je dirais, Zemmour, c'est incontestable, il a une très très belle plume, mais je dirais, c'est pas. Le bouquin, il a bénéficié effectivement d'une très grande promotion. On a vendu 500 000 exemplaires,
Mais pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu, un tant soit peu les sujets, je trouve qu'il a beaucoup abusé un tout petit peu de la sémiologie. Il a essayé de faire un truc à la Roland Barthes, les mythologies de Roland Barthes, mais il est passé à côté de beaucoup de sujets, et c'est là où je dénonce, parce que son livre, effectivement, Le Suisse français, il commence en 1970 et il égrène année par année, événement par événement, jusqu'à 2007, et il s'est arrêté à 2007 lors de l'élection, effectivement, de Emmanuel Macron. Donc voilà, donc il y a eu un passage doucement du journaliste, je dirais, politique, spécialiste de la droite, à l'essayiste qui a commencé avec le premier sexe qui lui a valu beaucoup de, après l'affaire MeToo, il lui a valu beaucoup de difficultés avec les femmes pendant la période électorale. Mais personne ne lui a reproché Petit Frère. Personne. Personne ne lui a dit, attendez, mais vous avez dit l'affaire de Zora, l'affaire des prénoms, l'affaire de Rome, à Rome fait comme les Romains, l'affaire, effectivement, je dirais, de Vichy. Voilà. Donc, c'est ce mensonge, moi, qui m'a un tout petit peu indisposé. Et comme Zemmour, il a l'habitude qu'on lui crache dessus dans la rue, et donc ça lui sert, ou effectivement, je me souviens qu'un jour, dans une émission de télé, il a failli en arriver au point avec un acteur qui s'appelle Ramzy, parce qu'il discutait avec Ramzy, et il dit à Ramzy, mais moi, je lis les livres, monsieur. C'est-à-dire, Ramzy, il s'est fâché, parce que c'est comme si moi, j'étais un... Donc, il fallait prendre Zemmour sur son terrain, celui de l'écriture, celui des livres. C'est en ce sens que... Alors, c'est d'abord ce mensonge que je voulais souligner. Et puis, il y a donc, le Cassandre, depuis 30 ans, ça c'est un mensonge. À la limite, depuis 15 ans, je veux bien. Mais dire qu'il défend la société française, c'est une vocation qu'il a découverte sur le tard, très tard, et avec talent, il a un tout petit peu, je dirais, damé le pion à tout le monde. Il y a des gens qui ont préparé le terrain conceptuel, etc., et je reviendrai. Deuxièmement, il y a une autre mythologie que moi, je ne supporte pas chez Zemmour, et dont il a usé et abusé. C'est cette affaire de juifs berbères. Bon, je dirais, moi je vais dire, Zemmour, il vit sa berbérité algérienne par procuration, je dirais d'une certaine manière. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Algérie, il est né à Montreuil, il a grandi à Drancy, c'est surtout son père qui jouait les cartes avec les Arabes dans le 18e, mais c'est un argument qui lui sert, qui lui a servi en tous les cas, mais sans aucune efficacité, parce que les Français ne sont pas dupes. Et c'est une manière de dire je connais les Arabes. Moi, je connais les Arabes. J'ai vécu avec eux, et voilà, donc je connais le Coran, voilà, le Coran qu'il a probablement lu de seconde main, et donc parce que d'ailleurs, dans Petit Frère, il utilise beaucoup des mots arabes comme ça, le kelb, le machin, bon, mais pour montrer un tout petit peu qu'il maîtrise cette langue, et en maîtrisant cette langue, il maîtrise un tout petit peu danser l'idiome. Donc il y a cette deuxième dimension, et donc il y a une espèce de... C'est pour ça que j'ai écrit dans mon livre que je dirais... je te dis, c'est un journaliste juif algérien qui a dit la phrase la plus terrible pour moi que j'ai lue sur Zemmour, c'est l'ancien directeur de Globe. Il a dit que Zemmour, c'est une dégénérescence du décret Crémieux. Je trouvais ça très puissant. Et que moi, en rebondissant sur cette phrase, je me dis, bon, je dirais, le juif tunisien ou le juif marocain, il est plus apaisé avec sa judaïté.
d'une certaine manière. Moi, il y a des Juifs aujourd'hui, depuis un tout petit peu les relations entre le Maroc et Israël. Je crois qu'il y a des Juifs qui sont israéliens chaque jour, mais sont marocains de toujours. Hein. Donc, et que Zemmour, qui n'est même pas né en Algérie, je dirais, a voulu, je dirais, prospérer sur cette indigestion historique qu'a la France avec l'Algérie ou qu'a l'Algérie avec la France. Moi, j'ai écrit, et je l'assume, il s'est créé sa propre choix intime avec la question algérienne. Et cette manipulation, je dirais, et il l'a dit dans tous ses meetings, il l'a dit au Trocadéro, cette manipulation, c'est-à-dire, c'est pour ça que beaucoup de gens de la communauté juive lui disent qu'il est un tout petit peu l'idiot utile, et maintenant l'idiot inutile des réactionnaires français, parce que ça les arrange. Comme disent au Maghreb, il y a une expression qui dit il mange l'ail avec sa bouche, ou il mange le harissa avec sa bouche, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'est pour situer, je dirais, contextualiser. Moi, j'ai pas d'obsession sur Zemmour. Moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé sur Finkielkraut, j'ai travaillé sur Renaud Camus, j'ai travaillé sur Michel Tribala, j'ai travaillé sur Christophe Guilluy, et tous ces gens-là, c'est eux qui ont nourri, je dirais, d'une certaine manière, Éric Zemmour. Alors, maintenant, moi, je ne comprends pas comment, effectivement, ce monsieur qui avait je dirais, un capital symbolique, un capital intellectuel tellement puissant et un capital financier, a eu cette idée de s'embarquer effectivement comme ça dans un domaine en étant convaincu que effectivement moi j'ai quelques pistes, mais je rappelle dans mon livre qu'il y a quand même une phrase qui a été dite par Patrick Buisson en 2016, c'est-à-dire avant l'élection de 2017. Il lui a dit cette phrase qui est rapportée par, je crois, Lejeune. Il lui a dit, écoute, Éric, Marine Le Pen est de gauche, ce que lui a d'ailleurs repris pendant toute la période du premier tour. Marine Le Pen est de gauche. Hollande est foutu. Sarkozy est un traître. Parce qu'il a bien un contentieux avec Sarkozy, hein, Patrick Buisson. Patrick Buisson, qui pour moi est le demi-cerveau de Zemmour. Mais il lui reste à Zemmour une bonne moitié, comme disait Mélenchon. Et il lui dit, Marine est de gauche, Hollande est foutu, Sarkozy est un traître, c'est ton tour, Éric. Donc l'idée de la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle était déjà présente dans le cerveau de Patrick Buisson, en tous les cas dans le trio ce qu'on appelle le trio de la Rotonde. Le trio de la Rotonde, c'est Patrick Buisson, Éric Zemmour et Philippe de Villiers qui se rencontraient régulièrement, tous les semaines pratiquement, dans la brasserie de la Rotonde qui est célèbre à Paris. Hein. À ce moment-là, Patrick Buisson, depuis 2007, hein, Patrick Buisson était le puissant conseiller occulte de Sarkozy. C'est lui l'inventeur du ministère de l'identité, hein, donc à l'époque. Et puis, ils cogitaient déjà ensemble sur l'avenir de la droite, l'obsession de Patrick Buisson, qui se réunir les droites pour pouvoir effectivement accéder au pouvoir. Je trouve que le politique du trio, c'est Philippe de Villiers, c'est normalement lui qui... Alors maintenant, Philippe de Villiers, lui, il réussit à faire des essais qui marchent très bien d'ailleurs, et celui qui faisait des essais, il s'est lancé un tout petit peu dans la politique. Alors, je ne sais pas, j'ai encore combien, 5 minutes, 10 minutes? Donc,
Bon, mais le livre n'est pas obsédé par Zemmour. Pour moi, Zemmour, il est le fil conducteur des 20 dernières années de l'histoire, je dirais, de la France, avec sa banlieue, avec son immigration et avec son islam. Et je crois qu'il y a des gens qui ont beaucoup préparé le terrain à Zemmour. Et on ne le dit pas assez. Moi, je considère que tout a démarré autour après le 11 septembre, en gros, avec l'éclosion d'un certain nombre de réflexions de façon très concrète à partir de 2003. Je pense que l'année 2003, Gilles Kepel, lui, il analyse l'année 2005 avec les émeutes de banlieue, l'islam des darons, et il considère que effectivement 2005 c'est l'échec un tout petit peu de la marche des beurs de 83-84 et que effectivement Mera, c'est Mera où les assassins, je dis le mot à dessein, du Bataclan sont un tout petit peu l'échec de l'islam 2005. Mais Gilles Kepel, aussi spécialiste de l'islam qu'il est, etc., oublie que un des tournants les plus importants pour moi, c'est l'année 2003. Pourquoi? Parce que l'année 2003, il s'est produit quelque chose et il s'est opéré dans l'imaginaire français quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, on a essentialisé l'immigration dans sa dimension musulmane. C'était la première fois où on allait opérer complètement, c'est-à-dire cet enfermement de l'immigré dans un segment qui est aussi entre le barbu et le dealer. Sachant qu'effectivement, certains se bagarraient avec des grands sentiments, etc., pour qu'à la place des dealers, il puisse y avoir des leaders. Et des leaders, on n'en a jamais vu. De l'immigration. Donc l'année 2003, c'est un travail intellectuel puissant qui a été développé par une fondation qui s'appelle la Fondation 23 mars, qui au départ, qui a été créée en 1997, comme la Fondation Marc Bloch. Et il a dû abandonner ses titres parce que le fils de Marc Bloch a porté plainte contre la fondation. Il a été obligé de changer le nom et donc il s'est pris comme nom le 23 mars. Pourquoi? C'était le nom de la date de naissance et de l'Assemblée générale de cette fondation. À la tête de cette fondation, il y avait Philippe Cohen, qui va décéder précocement, Elisabeth Lévy, qui est là depuis 20 ans, 30 ans, Pierre-André Taguieff, mais là, c'est l'intellectuel plus que l'idéologue. Et cette fondation, qui était conçue pour lutter contre la pensée unique de la Fondation Saint-Simon, va développer une pensée unique. Et j'en prends pour preuve un tout petit peu, puisqu'elle a créé au moins 3 livres, ou 4 livres. Elle a créé elle a produit le livre de Taguieff, La nouvelle judéophobie. Le livre de Brenner, mais qui en réalité s'appelle Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République. Et depuis, cette phrase est devenue une phrase totémique. C'est-à-dire maintenant, vous n'avez même plus besoin de dire les quartiers. Hein. Il suffit de dire les territoires perdus de la République, qui vont plus tard, avec Rougier, devenir les territoires perdus de l'islamisme. Mais c'est en 2003. Il y a la plupart des profs qui ont contribué à ce livre l'ont fait de façon anonyme, mais on a
une des participantes qui aujourd'hui officie à la télé sur LCI, Madame Barbara Lefebvre, qui a contribué à… L'année 2003, c'est aussi, je dirais, le livre de Philippe Meuret, qui est sorti dans la même période, Cher djihadiste. Et l'année 2003, c'est quand même l'année où M. Sarkozy va confectionner le CEPSEB, qui vient de mourir, je dirais, presque 20 ans après. L'année 2003, c'est l'année où, face à la nouvelle judophobie, va se créer la nouvelle islamophobie. Et le CCIF est né en 2003. L'année 2003, c'est Vincent Guesser qui va écrire le livre La nouvelle islamophobie comme une réponse, effectivement. Et donc, l'année 2003, c'est l'émergence de Tariq Ramadan en tant que personnage quand même important, je dirais, dans la construction de l'imaginaire français sur la question de l'islam, etc. Et donc, on voit bien que cette année est une année charnière, mais le plus important, c'est qu'effectivement, un certain nombre de penseurs, je crois que c'est dans cette période que Finkielkraut avait commencé à dire que l'antiracisme, c'est le nouveau communisme, hein, d'une certaine manière, et que les islamo-gauchistes, terme qui va être créé à cette époque, font, je dirais, de l'immigré un remplaçant du prolétaire. Il y a toute une série de réflexions qui ont… Zemmour n'était pas là. Zemmour n'était pas là. Il n'était pas sur le terrain. Il s'occupait un tout petit peu, je dirais, de ses analyses politiques, mais il n'a jamais participé à ces discussions. Mais lui, quand il est venu, hein, il a ramassé la mise à tous ces gens. Et d'ailleurs, et je vais m'arrêter là, parce que s'il y a des questions, etc., je pourrais continuer. La notion de grand remplacement, elle existe dans Petit Frère, mais pas exprimée comme ça, hein, suggérée. Le grand remplacement, c'est Ron Camus, c'est 2010. Il a écrit le livre Le Grand Remplacement en 2010. Et d'ailleurs, Zemmour l'a vraiment utilisé que à partir de 2017, dans le dernier mandat dont nous vivons aujourd'hui la fin. Donc voilà. Alors, moi, je reviens sur toute une série d'épisodes que je considère comme importantes par leurs impacts un tout petit peu sur, je dirais, la place de l'immigration dans l'imaginaire français. Je reviens très longuement sur l'échec, non pas de l'islam, mais de l'islam institutionnel en France. Parce que je considère que ces gens-là qui ont pris la responsabilité, il y a des responsables dans l'islam de France qui ont vu pratiquement tous les ministres de l'Intérieur, depuis Joxe jusqu'à effectivement Darmanin. C'est-à-dire, les ministres changent en moyenne tous les 2 ans, hein, de l'Intérieur, et les mecs, ils sont inamovibles. Voilà. Mais ils sont responsables de tout et coupables de rien. Et j'en prends pour exemple, effectivement, 2 éléments que je considère importants et qu'on ne leur a jamais vraiment reproché. D'abord, le procès qu'ils ont porté contre Houellebecq sur un livre, plateforme, qu'ils n'avaient même pas lu. Ils ont attendu qu'il y ait un entretien dans la revue Lire, dans lequel, effectivement, Houellebecq dit l'islam, c'est une religion de cons, je ne sais pas quoi. Et là, ils se sont offusqués. Et ils ont porté plainte contre Houellebecq. Et ça a donné lieu à un procès où, au moins, le résultat de ce procès, en dehors du fait que le tribunal, je dirais,
c'est foutu quasiment de leur gueule, c'est que c'était le début de la rupture entre, effectivement, je dirais, la communauté musulmane, ou ses représentants, et toute une série d'intellectuels puissants, médiatiques, dont Finkielkraut, dont... Le deuxième élément sur lequel je reviens, c'est quand même, on l'a oublié, le procès contre Charlie en 2006 par la mosquée et l'observatoire de l'islamophobie, je dirais, et qui a donné aussi lieu, effectivement, je dirais, autour de Charlie, à un soutien très, très puissant, dans celui de Sarkozy, dans celui de François Hollande, dans celui d'un grand nombre intellectuel, et je dirais, je suis désolé de le dire, les responsables qui ont, je dirais, porté cette plainte, les frères Kouachi, par exemple, et un des frères Kouachi, il était en prison, il a suivi le procès à partir de sa cellule, lui et Farid Beniatou, qui était un tout petit peu son mentor. Donc je reviens sur ces éléments, je reviens sur le gang des barbares. Pourquoi je reviens sur le gang des barbares? Parce que Bensoussan et Brenner, dans son livre, il avait écrit que, je dirais, les Maghrébins, je dirais, arrivent en un antisémitisme congénital et qu'il n'avait jamais vu ça, ni chez les Turcs, ni chez les Asiatiques, ni chez les Noirs. Et Fofana a démenti, je dirais d'une certaine manière, cette assertion. Et plus grave encore, Koulibaly, en 2015, dans le truc Cachère, il a été un de ceux qui ont séparé les juifs des non-juifs. L'un est Fofana est d'origine du Côte d'Ivoire et Koulibaly du Mali. Donc il y a au moins cette assertion qui est effectivement nulle et non avenue. Donc voilà, j'ai peut-être un peu brouillon, hein, mais j'ai essayé un tout petit peu de résumer quelles sont les motivations qui ont poussé à l'écriture de ce livre, et ensuite, je dirais, surtout signifier que, effectivement, le livre ne s'arrête pas sur le personnage de Zemmour tout simplement, mais que Zemmour a servi de fil conducteur pour un tout petit peu voir la question de l'immigration qui reste de toutes les manières prégnante sur les 20 dernières années. Et je pense que Zemmour a reçu une gifle électorale, je dirais, très puissante, très, très puissante, parce qu'il s'est trompé de peuple, il s'est trompé de... J'étais un analyste politique, mais n'a aucun sens politique, et il s'est trompé de scrutin électoral, parce qu'il pensait qu'effectivement, il voulait renouveler peut-être l'exploit de Trump, mais on n'est pas aux États-Unis, et il s'est trompé un tout petit peu, je dirais, d'ambition. Hein, voilà. Et ambition dévorante, et qui, je le dis dans la conclusion, a été désinhibée par la victoire de Macron. Je crois que Zemmour et Macron partagent un dénominateur commun, deux dénominateurs communs, je le dis. Le premier, c'est qu'ils ont le complexe du premier de la classe, tous les deux. Et tous les deux, chacun a eu une blessure scolaire. Zemmour, c'est l'ENA qui l'a raté. Et Macron, c'est la rue Ulm qui l'a raté. Et donc, comme Zemmour a beaucoup de mépris pour Macron, il a dit c'est lui, il a réussi à être le premier des Français. Donc, ça veut dire que moi aussi, je peux être le premier des Français. Et je crois qu'il a commis une erreur. Merci infiniment, pour plus qu'un brouillon quand même, des idées assez fortes
qui reflète et cristallise le gros pavé d'Éric Zemmour, un outrage français. Peut-être avec Julien, alors peut-être, moi j'ai quelques questions à vous poser directement, mais je donne la parole déjà à Julien s'il a un retour, un premier. Merci Boumedienne. Oui, en effet, j'ai passé mon week-end, Pascal, à dévorer le livre que j'avais évidemment évoqué avec ton éditeur. Je voulais quand même qu'on ait quelques mots pour lui. Je sais qu'il était présent avec toi il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale pour la présentation de l'ouvrage, à l'invitation du député Gilles Elguerab et de l'association Eugène Delacroix, donc des Français élus qui sont impliqués dans la diaspora franco-marocaine. Et donc Abdelkader Retnani, quand j'étais au Maroc entre novembre et décembre, quand je suis arrivé à son bureau, je pense qu'il te l'a dit, il a demandé mon avis pour choisir la couverture avec toi. Donc j'ai participé, j'ai contribué à la finalisation du 4e de couverture et je suis vraiment content parce qu'il y en avait qui ne me plaisaient pas du tout et je trouvais celle-là très, très réussie. Il y en avait une qui était trop, je trouve, affiche de campagne. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et je lui ai dit, surtout pas ça, on a l'impression qu'on fait une hagiographie du personnage. Ce qui n'était pas du tout le contenu du livre. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un clair-obscur qui va tout à fait avec l'esprit de l'époque, qui est vraiment une vraie prolongation de ton travail précédent. Hein. J'ai réussi à me procurer aussi l'ancien ouvrage, celui que l'ancienne ministre Catherine Trottmann, ancienne ministre de la Culture, ancienne maire de Strasbourg, t'avais préfacé. Je crois à l'époque, tu travaillais dans les services de la ville, notamment sur les questions, les questions des voitures. De tranquillité publique. Voilà, tranquillité. La sécurité, c'est une prérogative de l'État. Ah oui. Mais le maire est responsable de la tranquillité publique. Tranquillité publique. Tu fais bien de le préciser, en effet. Alors, j'ai associé ce poste que tu as occupé sur ces questions donc, de politique de la ville à une phrase que j'ai trouvée d'Éric Zemmour qui aurait prononcée à une télévision suisse en 2014. Je ne sais pas si tu l'as retrouvé. En France, on protège ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. Oui, je connais ça. Voilà, c'est une phrase qui me semble totalement dans son hallucination collective, vraiment un marqueur de ces phobies et de son engagement, en effet, de sa mutation entre le polémiste qu'il était et l'homme politique qu'il essaye de devenir, mais comme tu le dis, je pense que ça ne fera pas long feu. Alors, tu disais dans l'ouvrage qu'à un moment, la sociologue Gisèle Sapiro, et c'est ça qui était intéressant, elle disait que les polémistes, et on voit bien la mutation entre un polémiste et un homme politique, les polémistes sont toujours dans l'écriture, donc font cette œuvre d'assainissement du corps social, mais ce sont des gens qui sont un peu solitaires dans leur démarche. Et on voit bien que Triumvirat de la Rotonde, on était vraiment dans quelque chose où il a toujours été, que ce soit à la fin des années 90, lorsqu'il était envoyé par les rédactions à la conquête des mairies d'extrême droite, hein, Orange ou Vitrolles, voilà, il a toujours fréquenté les courants d'extrême droite. Et tu le dis, il y a toujours cette lame de fond derrière. D'ailleurs, le maire d'Orange était un de ses premiers soutiens. Voilà. Alors qu'à l'époque, en 1996, c'était Gisbert qui l'avait envoyé pour effectivement suivre sur le terrain un petit peu, particulièrement les villes d'extrême droite, à l'époque Vitrolles, Toulon et Orange. D'accord. Excuse-moi de t'avoir coupé, Julien. Non, pas de souci. Moi, je voulais faire un petit peu le point sur la trame de fond, sur l'idéologie d'extrême droite, qui est en effet un marqueur très puissant et dont Éric Zemmour n'est qu'en fait
la vitrine médiatique, mais qui n'est pas du tout. Si on va sur... moi, l'analyse que j'avais faite de la fachosphère, c'était début d'année 2021, c'était octobre 2020 jusqu'à février 2021. Je n'avais quasiment rien sur Éric Zemmour. C'est-à-dire sur tous les sites de la fachosphère, il n'y avait rien. C'était pas du tout un phénomène. Donc c'est comme s'il y avait un événement médiatique qui est un prolongement, la présidentielle comme un prolongement médiatique de ce qui a pu se passer dans la sphère médiaco-politique, mais dans la sphère du champ des revues qui sont installées dans l'extrême droite, je pense par exemple à Rivarol en 1951, tu cites Riposte laïque et tu dis que ça a été, je ne le savais pas, créé suite à l'intervention de Nicolas en 2003 justement, l'année charnière que tu évoques, suite à la venue au Salon du Bourget de Nicolas Sarkozy, devant ses femmes voilées, où il défendait le fait qu'il fallait se dévoiler pour les cartes d'identité françaises, et qu'il avait fait un petit tollé, mais finalement il ressortait applaudi et grandi, qu'en même temps à Nice se tenait un congrès du Front National. Congrès du Front National. Donc, et tu parles bien d'une stratégie de judoka en politique où on utilise la force de l'adversaire pour le renverser. Et c'est là où tu expliques aussi que finalement Sarkozy était invendu parce que à la fois il était en capacité d'avoir un discours de défendre la création d'un ministère de l'immigration, mais en même temps il était en capacité de dialoguer avec le pire ennemi et de défendre par exemple la création d'un haut commissariat à la diversité et de s'associer avec Yazid Sabeg, qui est quelqu'un qui est complètement proche de l'Observatoire de la laïcité et de personnalités socialistes, puisque moi je l'ai rencontré dans le cadre des travaux de l'Observatoire de la laïcité, du feu Observatoire de la laïcité qui a aussi disparu, qui n'a pas résisté au coup de boutoir des proches de Manuel Valls qui en ont eu la peau. Ça me semble important de signifier, tu parles aussi de la figure de Jean-Yves Le Gallou, qui était un des fondateurs dans les années 60, fin des années 60 du mouvement Grèce, ce mouvement sur la longue mémoire européenne. Et aujourd'hui, j'invite les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront à aller voir le prolongement du Grèce dans l'Institut Iliade, je ne sais pas si tu connais, absolument. Qui a été fondé par Jean-Yves Le Gallou et Philippe Conrad, entre autres, comme historien médiéviste, et on trouve des sacralisations de la restauration du pouvoir, de la révélation donc, totalement dans cette mouvance de la critique de la pandémie autour des gouvernances mondiales, toutes ces idéologies on nous manipule, la chrétienté médiévale, l'appel aux jeunes Européens pour la lutte contre l'invasion barbare musulmane, etc. Entre parenthèses, le ministère de la rémigration que voulait Sarkozy, que voulait Zemmour, le mot rémigration comme le mot réinformation ont été un tout petit peu, comme le mot préférence nationale, ont été des concepts forgés par Le Gallou. Oui, tout à fait. Donc, c'est un personnage très, très important. Sur le plan intellectuel, c'est un personnage très important. Très important. Tu vois, encore une fois, sur la période où j'étudiais ces travaux pour l'UNESCO, pour la chaire de l'UNESCO, donc octobre 2020, février 2021, moi, je n'ai pas trouvé trace de grand-chose dans les sites Voltaire, etc., sur le personnage de Zemmour. Il y avait vraiment, tu as l'impression que c'est une coqueluche qu'on sort pour l'élection présidentielle. Et qu'ensuite, il faut dire qu'il a opéré, je dirais, une opération de marketing politique machiavélique. En fait, il a préparé son livre, La France n'a pas dit son dernier mot, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, revient sur le concept le suicide français, puisque 2014, c'est le suicide français. Et 2021, la France n'a pas dit son dernier mot.
Et donc, il a joué beaucoup de l'ambiguïté sur, en même temps, la promotion du livre qu'il signe, ces soirées sur CNews, sur lesquelles il faudrait quand même qu'on dise peut-être un mot, où tous les soirs, devant effectivement, je dirais, un plateau complètement béat et ébahi, devant effectivement les foucades, je dirais, de tous les soirs de Zemmour, et sur le fait, effectivement, qu'il laissait suggérer qu'il pouvait éventuellement se présenter aux élections. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu un débat et des polémiques lorsque le CSA est intervenu pour dire effectivement, ils vont commencer à décompter ces interventions. Donc il a joué de façon très très machiavélique. Donc ça veut dire que les différents sites de la fachosphère, je dirais, n'étaient pas peut-être au fait de l'agenda de Zemmour. C'est pour ça qu'il est devenu plus, je dirais, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a bénéficié de, je dirais, je vois aucun politique qui a bénéficié d'une présence médiatique autant que celle de Zemmour. Mais il passe son temps à faire la victime, en disant qu'effectivement, il est bridé, qu'on ne le laisse pas parler, que le politiquement correct, effectivement, domine. Voilà. Donc, moi, je crois que la fachosphère ne s'est pas d'ailleurs beaucoup appuyé sur ce point, tout simplement parce qu'elle ne pensait pas que Zemmour franchirait le Rubicon. Alors, mais c'est une hypothèse, hein, donc je ne suis pas aussi spécialiste que toi de la fachosphère. Mais d'ailleurs, le F de Souche, qui est quand même le navire amiral de la fachosphère en France, hein, c'est né en 2005, en même temps que le Bondi Globe, le Bondi Blog. Donc, c'est-à-dire de façon parallèle, je dirais, sont développés. F de Souche, je dirais, le gars de F de Souche, il est reçu dans des soirées en présence de Zemmour qui est fier de lui et en présence de Finkielkraut, mais toujours de façon un tout petit peu cachée. Si vous permettez, alors je rebondis très rapidement sur ce que vous aviez dit en revenant un petit peu au constat de votre livre, enfin le retraçage de toute la ligne de Zemmour, son apparition, son impact dans la société. Il y a aussi, vous me permettez, certainement, vous l'avez cité, mais peut-être j'aimerais avoir votre avis plus profond sur le regard médiatique. Zemmour, quand même, reste quand même un personnage journalistique, médiatique, monté en épingle, enfin, si vous me permettez, l'image à partir à partir d'un atome jusqu'à une véritable montagne. Il est devenu une montagne médiatique, et vous l'aviez à juste titre cité à l'instant par la tribune de CNews, notamment avant cette campagne présidentielle. Est-ce que les médias, selon vous, et le regard sociologique nous intéresse, en tout cas m'intéresse, nous importe énormément, est-ce que les médias n'endossent pas aussi, de manière au-delà aussi de ces écrits, une véritable responsabilité par rapport aux enjeux et à la stratégie employée, comme le disent certains, notamment dans le camp de Mélenchon, où on dit véritablement les médias lui ont servi à un plateau en or pour pouvoir le mettre au devant de la scène, tout en ayant cette problématique du premier tour et cette grosse claque du premier tour, mais tout de même qui a servi à ce que les idées de Zemmour sont encore
extrêmement présente au deuxième tour, dans quelques jours, par le passage de Marine Le Pen au deuxième tour, et fort probablement aussi qui menace, disent certains aujourd'hui, la démocratie. Enfin, on pourra en parler de la démocratie d'un point de vue sociologique, voire politico-sociologique. Quel est votre regard par rapport à cette à l'apport indéniable des médias par rapport à la fabrication, si vous me permettez l'expression, de l'auteur, de l'essayiste, du journaliste Zemmour, et de la revivification des idées de Renaud Camus, à titre d'exemple, parmi tant d'auteurs vous aviez cité, et quel regard par rapport au futur extrêmement proche, d'ici quelques jours, parce que toutes ces idées sont reprises de manière extrêmement puissamment dans le projet de Marine Le Pen, tout en précisant que Marine Le Pen a eu quand même une stratégie, une chance inouïe d'avoir Zemmour dans cette campagne pour pouvoir passer inaperçu et être probablement aujourd'hui aux portes du pouvoir. Incontestablement, moi je pense que Zemmour est un homme des médias. Il a pensé avoir une vision. Et en fait, c'est un homme de télévision, et pas à la limite de division, mais pas de vision, puisque je pense que ces limites vont être ressenties et dénoncées par certains médias quand même, hein, lorsque tout le monde a réalisé qu'il avait une seule idée avant, c'est-à-dire le grand remplacement. Je pense que une des idées que moi j'ai essayé de développer, c'est que Zemmour, il a perdu. Moi, j'ai fini le livre en décembre. Hein. Zemmour, il a perdu, mais ses idées, ils ont gagné. Dans la bataille des idées, il a déjà une victoire. Et d'ailleurs, sa passion, lui, c'est la bataille des idées, pas la bataille électorale. Et je pense que l'erreur qu'il a commise, c'est au lieu de se contenter un tout petit peu d'infuser ses idées dans... Parce que de ce point de vue, il est un disciple de Gramsci, dans le sens, c'est-à-dire le réactionnaire, il est le disciple de l'ancien communiste qui a été tué par les fascistes, disons tué, ils l'ont mis en prison jusqu'à sa mort, hein, mais qui est l'homme qui disait il ne peut pas y avoir de victoire politique sans une victoire culturelle, une bataille des idées. Et là-dessus, Zemmour, il a certainement gagné. Mais là, les vrais atouts de Zemmour, d'abord, c'est que c'est l'émergence de CNews, qui a la prétention d'être une Fox News à la française, qui n'est pas une chaîne d'information, je suis désolé de le dire, quoiqu'ils viennent de changer. Maintenant, ils mettent des informations tous les 15 minutes. Mais moi, j'ai enregistré toutes les émissions. Mais je ne voulais pas les rater. Je regardais un tout petit peu. J'enregistrais quasiment toutes les émissions de Pascal Praud, etc. Et maintenant, j'ai arrêté. Depuis la sortie du livre, j'ai arrêté parce que c'est très fatigant. Quoique, c'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne de propagande. C'est pas une chaîne d'information continue. C'est une chaîne d'incontinence. Je suis désolé de le dire comme ça. Et je crois que ce que se permettait effectivement Zemmour, particulièrement lorsqu'on lui opposait, je ne sais pas moi, une de mes grandes déceptions, Michel Onfray, hein, donc, qui vraiment, je dirais, c'est tombé dans la fange de la pensée. Donc,
cette chaîne a servi pendant, effectivement, il est devenu d'ailleurs le navire amiral de cette chaîne. Et tous les soirs, il déversait un tout petit peu, je dirais, il est devenu une start-up de la diffamation, une start-up de l'outrance, une start-up de, je dirais, sans aucune limite. C'était des personnes, je dis bien personne, ne pourrait se permettre 10% de ce que disait Zemmour à la télé avec les applaudissements un tout petit peu de l'État. Je trouve très pervers la démarche de Bolloré. Parce que et la Canal Plus pour le rap, le cinéma, qui touche les quartiers, avec des animateurs un tout petit peu issus de l'immigration, etc. Et la C8, avec Hanouna, c'est-à-dire l'habitude, le rire, je dirais l'infotainment, je dirais la blague, mais en même temps de la politique. Et puis une chaîne un tout petit peu, c'est-à-dire ça brasse large. C'est un groupe essuie-glace, hein, c'est-à-dire une voiture balai, d'une certaine manière. Et donc, mais là où il y a une victoire réelle de Zemmour, c'est sur le net. Et là, la fachosphère, effectivement, d'ailleurs, dernièrement, quand il a fini après le truc du Trocadéro, il a sorti des chiffres comme quoi il a été regardé par 8 millions de personnes, etc. Et il a fait la confusion que, effectivement, les lecteurs ne sont pas des électeurs. Et les spectateurs ne sont pas non plus nécessairement des électeurs. Et ceux qui cliquent ne sont pas non plus des champions de l'urne, hein, d'une certaine manière. Mais la commotion la plus fatale, je sais que je ne réponds pas exactement à votre question, mais la commotion fatale est venue d'Ukraine. Parce que au-delà de son poutinisme, c'est-à-dire l'idée même, je dirais, de guerre de civilisation sur laquelle repose l'idée de grand remplacement, elle a pris un coup avec parce que là, cette fois-ci, Poutine il n'attaquait pas les Syriens, ni là il attaquait effectivement des frères de sang. Hein. Donc, je crois que ça, sans compter que ça a posé la question des réfugiés qu'il faut recevoir, la question des frontières, qui le racisme patent est apparu à cette occasion, c'est-à-dire qu'on ne cible pas les frontières ni l'immigration comme concept global, on cible effectivement les Arabes et plus particulièrement, je pense, les Maghrébins. Merci beaucoup, Sidi Idriss. Il nous reste, permettez-moi, si Ben Yahya et cher ami Julien, on termine dans presque 10 minutes. Sidi Idriss, est-ce que vous ne pensez pas que nous, les musulmans, nous sommes aussi responsables de la protection Zemmour, de la zemmourisation de la vie politique européenne et surtout française, parce que la vie politique française, c'est les clés de voûte de la vie politique européenne, par notre diversité, par les conflits, par notre passivité face à l'instrumentalisation de l'institution islamique, l'instrumentalisation de la représentativité musulmane. Lorsque vous voyez, par exemple, les occupations des musulmans, des institutions ou des institutions entre les guillemets musulmanes, ce sont des institutions dirigées par les ambassades, ce sont des institutions dominées par des rivalités d'ordre national, les Algériens contre les Marocains, etc., etc. On n'a pas pensé, on n'a pas mis une stratégie de présentation, de protection, d'action musulmane, de protection des musulmans et des Arabes en Europe. Est-ce que vous pensez, Sidi Idriss, aussi, que l'échec de Zemmour
Et peut-être, bon, mathématiquement, le future victoire de Macron va approfondir, confirmer l'échec de Zemmour. Je vois que Macron, c'est la même monnaie que Zemmour, hein, avec les instruments dermatiens, Chipa, etc. Ce sont les mêmes instruments. On a vécu avec Macron le pire époque de déviation administrative, d'abus de pouvoir vers les musulmans, vers les institutions qui représentent les musulmans, etc. Est-ce que vous voyez qu'il y aura de la chance avec Macron? En plus de ça, vous avez évoqué quelque chose. Est-ce que vous avez évoqué l'histoire de Tariq Ramadan? Malheureusement, cette personne il a amené beaucoup de mal pour les musulmans. Ça a été une image, un instrument dans les mains de pétrodollars, dans les mains d'un projet de légitimisation de l'islam politique, mais l'absence aussi de référent, l'absence d'un leader musulman. Est-ce qu'il a permis l'affaiblissement, la fragilité de la communauté musulmane? Merci, M. Idriss. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est, je dirais l'environnement suisse, mais moi, à partir de la France, je m'inscris en faux par rapport à l'approche musulmane des questions de l'immigration. Je pense que ça ne m'a pas empêché de dire au Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, parce qu'on m'avait demandé en 2015, une semaine après les attentats de Charlie, de venir me confronter avec Caroline Forest. Alors vous imaginez. Et j'ai poussé très loin, je dirais, le propos, parce qu'on était au lendemain de quelque chose de tragique. Et j'avais dit qu'il fallait même d'échelgomiser l'islam de France. Oui. Donc, ça a choqué parce qu'effectivement, c'est comme si j'ai touché un totem. Hein. Donc, oui, nous avons réussi à créer des musulmans de service. Oui. Non, mais moi, je ne voudrais pas rentrer effectivement. Moi, je crois que dans le livre, j'apporte une analyse sur l'islam de France ou d'Europe, mais surtout avec ce qui se passe en France. Moi, je pense que l'islam, globalement, il a 5 caractéristiques. 5. L'islam d'Europe. Sachant que moi, je considère que l'islam a une chance inouïe d'être dans un espace démocratique, et surtout en France, accouplé à la laïcité, et que c'est une chance pour éventuellement l'islam de faire générer à l'intérieur de la communauté musulmane de gens qui, profitant et de la démocratie et de la laïcité, qui peuvent éclairer non seulement les musulmans de France, non seulement les musulmans d'Europe, mais les musulmans du monde. Ça, pour moi, c'est le premier point. Mais on ne peut pas taire les caractéristiques de l'islam de France. Premièrement, l'islam de France est un islam pauvre et de pauvres. Et donc, depuis son organisation à partir de 1985, en tout cas en France, jusqu'à nos jours, je dirais, il sait où aller chercher de l'argent, là où il y a de l'argent dans les pays du pétrodollar, où il est allé effectivement quémander l'argent dans les pays d'origine. Premièrement. Deuxièmement, c'est un islam, je suis désolé de le dire, et ça m'a été énormément reproché, je dirais, alors que ça me paraît tout à fait. C'est un islam qui n'est pas du tout encadré par des savants, comme il pourrait l'être dans des pays musulmans, et ça donne effectivement des fois un islam inculte. Moi, j'ai connu des imams autoproclamés qui effectivement deviennent des notables dans la ville, et surtout dans une ville comme Strasbourg, par exemple, où il y a, quand Obama arrive, eh ben, on invite effectivement le grand rabbin, on invite l'évêque et on invite l'imam
autoproclamé qui du jour au lendemain devient un notable, effectivement, alors qu'avant il était, je ne sais pas moi, ouvrier, il n'a absolument aucun... donc, ça, c'est un élément. On voit bien que, troisièmement, et ça c'est le plus important, ce que je vous avais dit, c'est un islam balkanisé. Jamais il y aura une unité de l'islam d'Europe tant que, effectivement, je dirais, chaque communauté est liée, ce qu'on a appelé l'islam consulaire, mais c'est au-delà de l'islam consulaire. Il y a quand même des trucs identitaires, c'est-à-dire les Turcs, on a à Strasbourg maintenant 2 grandes mosquées, une des Turcs et une, parce que les uns ne peuvent pas se soumettre aux autres. C'est des Turcs qui se considèrent comme l'Empire ottoman et que leur islam, alors, avec des Marocains qui, eux, ont le commandeur des croyants, les Algériens qui sont en conflit avec les Marocains, et donc l'islam institutionnel de France est un champ de sport, comment dirais-je, athlétique, de sport. Et professeur Benich, il est en train de faire de recherche, un grand travail sur ce contexte. Oui. Très bien. Je termine juste la quatrième caractéristique, c'est que l'islam de France, par exemple, je pense qu'en Allemagne, en Hollande, en Belgique, c'est un islam urbain. C'est un islam qui se trouve là où se trouvent les musulmans, et globalement dans les quartiers de France. Il ne se trouve pas dans la Creuse, il ne se trouve pas dans l'aviron. Et enfin, il y a une cinquième caractéristique très importante, c'est un islam municipal. C'est-à-dire l'islam de Marseille n'a rien à voir avec l'islam de Martine-Aubry, à Lille. L'islam à Strasbourg, dans une terre concordataire, n'a rien à voir avec l'islam, effectivement, de Lyon ou de Aurillac, au conseil. Donc, ça dépend un tout petit peu de l'idylle, de la manière dont il a un rapport avec sa communauté, etc. Et donc, moi, à mon avis, il faut sortir l'islam de l'espace politique et il faut qu'il rejoigne l'endroit qui lui sied le mieux, à savoir la mosquée, et laisser les affaires de la cité, effectivement, aux citoyens. Et donc, tant qu'on n'a pas fait ça, et tant qu'effectivement, il n'y a pas eu un accord global sur cette question, nous tombons dans le piège qui nous a été tendu en 2003 en essentialisant. Parce que le maître du discours, disait Todorov, c'est le maître tout court. C'est les autres qui ont décrété, effectivement, que la question de l'immigration, c'est la question de l'islam, au lendemain du 11 septembre, et c'est eux qui, un tout petit peu, moi, je suis désolé, je suis de culture musulmane, mais dans la cité, je ne me définis pas par ce seul critère. Quant à Tariq Ramadan, moi, j'ai commencé par dire il n'est pas question pour moi de tirer sur une ambulance, d'autant plus qu'elle a 4 pneus à plat aujourd'hui. Mais on ne peut pas négliger, je dirais, l'importance, je dirais, qu'a eu en tant que leadership, surtout une grande partie de la jeunesse française, une très grande partie de la jeunesse française qui avait une attente, qui était très très fière de voir Tariq Ramadan à la télé mener le fer contre un certain nombre d'intellectuels, etc. Et qui, à la fin, sur des affaires de mœurs, sur des affaires de mœurs, c'est-à-dire sur des affaires, comme disent les chrétiens, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut enlever la poutre qui est dans la tienne. Et en ce sens, il a pris une très très grande responsabilité et a provoqué une très grande déception. Mais on a commis une erreur. Le peuple français, par exemple, la France, c'est un peuple très politique. Et c'est sur le terrain politique qu'il faudrait discuter des questions d'identité et non pas, effectivement, avec la mosquée.
Merci beaucoup, Sidi Idriss. J'aimerais bien ajouter quelque chose parmi les erreurs aussi, que parfois le pétrodollar et le financement de l'extrême droite a été principalement financement arabe. Non, il ne faut jamais oublier hein, le financement, le soutien de Saddam Hussein pour le J'ai pas d'éléments là-dessus. Front National, Gaddafi pour Sarkozy, des autres magouilles, je ne veux pas parce qu'on a pensé, une fois que l'extrême droite va nous aider. Malheureusement, ça a été parmi beaucoup d'erreurs. J'aimerais bien signaler quelque chose que nous recevrons, Inch'Allah, notre ami Idriss dans le cadre de colloque international de Genève concernant l'islamophobie avec Olivier Grandmaison, avec Saïd Bouhamem, Olivier Roy, François Burga. C'est Boumediene, ce sera le directeur scientifique, c'est prévu pour septembre 2022. Ça a été un honneur pour nous, Sidi Idriss, de vous recevoir aujourd'hui, de faire la présentation de votre livre qui est notre livre aussi. C'est un cri contre l'extrême droite, c'est un cri contre la discrimination, les préjugés vers les musulmans, vers les Arabes et vers l'être humain surtout. Merci infiniment à professeur Boumediene. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un honneur pour moi de rencontrer effectivement des personnages comme Julien et comme... notre cher ami Julien Tardif, et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et je viendrai avec plaisir, Inch'Allah. Mille merci. Tout l'honneur pour nous, c'est Idriss. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.